On peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si, on peut tromper une fois une... non. C'est cela, oui, oui, oui. Vous pouvez répéter la question? Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Un quoi? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ce que tu dis n'a aucun sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le 3e épisode de Vous pouvez répéter la question, l'émission qui décortique les phénomènes de société dans la joie et la bonne humeur. Alors, confinement oblige, cet épisode n'est pas enregistré en studio, mais grâce à la magie de l'internet mondial, je suis tout de même accompagné de toute l'équipe, Clémence, Emeric et Anthony. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Bah ça va, écoute, on fait aller dans nos petits confinements respectifs, je pense. Super, ça marche. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Et toi, Anto ? Eh ben, écoute, ça va, ça fait plaisir de vous avoir. Super, bon. Alors, avant qu'on attaque le sujet d'aujourd'hui, on a quelques petites annonces à vous faire. L'émission se professionnalise, puisque vous pouvez désormais retrouver... Vous pouvez répéter la question sur Facebook, comme ça vous resterez au courant de l'actualité de l'émission et des nouveaux épisodes. Et en plus de ça, vous pouvez désormais retrouver l'ensemble des émissions sur YouTube et en podcast sur Spotify, en plus du site de Radio Campus. Alors, aujourd'hui, on va parler culture. On va parler d'une industrie culturelle qui est particulièrement en vogue en ce moment, le jeu vidéo. C'est un divertissement qui est devenu extrêmement populaire en France et dans le monde entier depuis le début des années 2000 et qui occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans le paysage médiatique. Donc on se propose de plonger avec vous dans ce phénomène et d'en étudier un petit peu les tenants et les aboutissants sous différents angles. Alors pour commencer, un petit peu d'histoire, parce qu'il faut bien comprendre que l'engouement populaire pour les jeux vidéo ne date pas d'aujourd'hui. On l'a assez peu vécu en France, mais aux États-Unis et au Japon en particulier, il y a une période que l'on appelle l'âge d'or du jeu vidéo. Cette période remonte à la fin des années 70, début années 80. À cette époque-là, l'informatique, c'est encore une technologie de pointe. Les ordinateurs et les consoles de jeux ne sont pas accessibles au grand public, on ne les retrouve pas dans toutes les chaumières. Mais en revanche, les gamins et les ados pouvaient se rendre dans les salles d'arcade et dépenser tout leur argent de poche dans les bornes de Space Invaders, Donkey Kong et autres Pac-Man. Après cet âge d'or, l'industrie connaît un gigantesque crack en 1983. Le marché est alors saturé de plein de consoles de salon qui se vendent pas très très bien, et du coup la confiance des investisseurs s'effondre. Des dizaines de sociétés sont obligées de mettre la clé sous la porte, il y a des centaines de jeux qui sont annulés, et le monde du jeu vidéo connaît une petite période d'ombre. Atari, le leader du moment, va même perdre jusqu'à 1 million de dollars par jour pendant cette époque, et ils survivent uniquement en faisant de très très gros sacrifices. Et la crise ne prendra fin qu'en 1985, avec le succès retentissant de... la 3e génération de consoles, menée par la NES de Nintendo, et en particulier de son jeu phare, Super Mario Bros, le seul et l'unique. Et ensuite, les années 90 marquent l'avènement du PC, tout le monde commence à avoir des ordinateurs, et donc les jeux vidéo s'adaptent, et on voit apparaître des jeux techniquement de plus en plus avancés, Civilization en 91, Doom en 93... Tomb Raider en 96, Half-Life en 1998, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc à partir de là, ça y est, c'est l'envolée. Les jeux vidéo occupent de plus en plus de place dans la vie de tout le monde. Donc pour vous donner une petite idée de l'importance qu'a pris l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, je vous ai préparé quelques chiffres. Le jeu vidéo, c'est l'industrie du divertissement qui est la plus rentable au monde, et ce depuis 1997. Au total, on parle aujourd'hui d'un chiffre d'affaires mondial de plus de 120 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le cinéma, c'est le triple du cinéma avec seulement 40 milliards de dollars, ou que la musique avec 20 milliards de dollars. Et en plus de ça, le jeu vidéo touche de plus en plus de monde. Par exemple, en 2018, 70% des Français disent jouer aux jeux vidéo au moins occasionnellement, et 48%, donc presque une personne sur deux, disent jouer tous les jours ou presque.
Voilà, donc moi j'aimerais bien avoir votre avis à tous les trois. Comment est-ce que vous... Alors, est-ce que vous jouez déjà? Et si oui, comment? Quel est votre rapport avec le jeu vidéo? Je m'y jette, allez, on dit Vas-y, que je t'en ça. prie. Alors moi, j'ai une petite anecdote en fait sur mon initiation aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans la vie. Donc, pour répondre à ta première question, oui, je joue. Et en fait, c'est venu d'une décision qu'avait prise ma maman, c'est-à-dire qu'elle trouvait que mon père s'occupait pas assez de moi quand j'étais toute petite. Donc un jour, elle lui a mis un ultimatum, elle lui a dit ça suffit maintenant, tu t'occupes de ta fille, y a pas que, c'est pas que ma fille à moi, donc tu t'en occupes. Et le soir même, on avait une Super NES à la maison. Donc voilà mon début dans la vie. À 3 ou 4 ans, je recevais une Super NES et je jouais à des jeux. Je regardais jouer mon papa, surtout beaucoup au début, puisque je pense qu'il l'a pris aussi un petit peu pour lui. Et donc, c'était du Legend of Zelda, A Link to the Past, du Super Metroid. Il y avait aussi tous les Mario All-Stars, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie et dans mon éducation à la maison. Et c'est quelque chose qu'on a toujours partagé finalement en famille, ce qui n'était pas la norme à l'époque où j'ai commencé à jouer. Ok, ça marche. Et c'est intéressant parce que ça me donne l'impression que au final, c'est surtout pour les enfants qu'on achète les consoles et les parents jouent un rôle important dans ton initiation aux jeux vidéo. Parce que Ouais, j'ai un petit peu complètement. la même histoire, moi. C'est vraiment la première console qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est sympa. Emeric, toi, tu joues beaucoup? Oui, moi j'avoue, le jeu vidéo dans ma vie, ça a une place très importante. Et en fait, mon rapport au jeu, il a vachement évolué. Pour faire un petit historique rapide, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est vraiment les parents qui jouent une influence. Moi, mes parents n'ont jamais voulu m'acheter de console, mais en revanche, ils ont commencé j'ai commencé du coup avec un Apple II. J'ai joué à des jeux comme Shoplifter ou Load Runner, pour ceux qui connaissent, qui sont des grosses références. Et ensuite, en gros, ça a été du coup sur PC. J'ai passé, je sais pas, on va dire 20 ans à jouer sur PC. Un peu de tout. J'ai eu des phases différentes. J'ai commencé surtout avec les RTS, des jeux comme Settler, StarCraft, Age of Empires. J'ai eu ma phase aussi sur les jeux de gestion. J'étais vraiment passionné par toute cette complexité de devoir gérer une ville ou autre. Donc des jeux comme César, Pharaon ou Banished. Voilà, j'ai joué un petit peu à tous les types de jeux, quelques FPS pour parler de Counter, aussi de simulation, les Need for Speed à l'époque. Du hack and slash, je peux citer Diablo 3, qui a été un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et aussi quelques jeux d'aventure comme GTA, Firewatch et compagnie. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai vraiment commencé à me lasser un peu à jouer sur les jeux. J'ai joué vraiment de moins en moins. En fait, il y a 2 ans, il y a un collègue qui cherchait à vendre son Xbox. Il m'a fait une démo et comme il avait du bon matos, il a réussi à toucher un peu mon âme de geek technophile. J'ai découvert le trio, la 4K, la OLED, la HDR sur un grand téléviseur et je connaissais pas du tout ça parce que moi je jouais sur mon petit 24 pouces sur mon PC. Et en fait, ça m'a vraiment subjugué. Donc, vous avez compris, je suis reparti la Xbox sous la main. Donc, sur PC, en fait, j'avais un rapport avec le jeu qui était plutôt à travers le clavier, la souris, ce qui est cohérent avec les types de jeux RTS, gestion FPS. Mais sur console, manette oblige, je me suis tourné vers un autre type de jeu vidéo, un autre genre. On pourrait qualifier, c'est tout ce qui est action, aventure et puis action RPG. Donc action aventure, vous voyez, ces jeux peut être comme Tomb Raider, etc. Et puis les actions RPG comme plus type The Witcher. Ouais, en fait, en redécouvrant ces jeux avec cette nouvelle expérience, j'ai vraiment redécouvert le jeu vidéo il y a 2-3 ans. C'est vraiment la flamme est repartie. Et me suis rendu compte finalement que l'expérience entre jouer sur PC et console de salon, elle est vraiment différente pour moi. C'est 2 modes de consommation différents. Chacun est plutôt adapté à certains genres de jeux. Donc, Witcher 3, je l'avais pris sur PC, j'avais joué une dizaine d'heures et je m'étais lassé, vraiment, ça ne m'avait pas intéressé. Et sur console, j'ai passé plus de 150 heures. Donc voilà, en gros, mes coups de cœur aujourd'hui, c'est vraiment action, aventure, RPG. Donc c'est les 3/4 des jeux que j'ai achetés. Vraiment, mes coups de cœur, c'est Witcher 3, Metro Exodus, Tomb Raider, avec des jeux aussi un peu plus intimes, comme Hellblade, Senua's Sacrifice. Enfin voilà, donc, c'est assez intéressant. Très bien. Anto, toi, tu joues beaucoup. Comment tu joues? En fait, j'ai commencé les jeux vidéo, je devais avoir 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, avec Sega. Je suis un enfant de Sega, en fait, on va dire. Avec Sonic,
le petit hérisson bleu que tout le monde connaît, je suis sûr. Et en fait, on a eu une espèce de culture assez sobre malgré tout dans le jeu vidéo dans ma famille. On avait toujours quand même une console qui venait régulièrement, soit par les copains qui nous les prêtaient, soit par l'achat simple. J'ai connu vraiment toute l'évolution des consoles jusqu'à un certain stade. En fait, je me suis arrêté à la Super Nintendo assez rapidement, malgré tout, parce que c'est un petit peu mon coup de cœur. Et avec mon héroïne préférée, notre petite Samus que j'affectionne. Et en fait, j'ai attendu assez longtemps avant d'avoir une nouvelle console Next Generation. Et au final, je pense que c'est qu'en 98, je voudrais pas dire de bêtises, que j'ai eu la PlayStation. Quand même une grosse période où j'ai mangé que de la Super Nintendo. Après, c'est vrai que d'un point de vue licence de jeux vidéo, j'en suis pas de grosses. Il y en a que deux que je vais vous citer. Il y a Metroid, forcément, vu que j'ai grandi avec, et Zelda. Sinon, toutes les autres licences de jeux vidéo, en fait, ou même tous les gros blockbusters, ça m'intéresse pas vraiment. Même s'il y a des gros jeux qui sont vraiment géniaux à faire, pas pour autant que je vais me laisser porter à ce point. Donc, je vais plutôt rester dans mes clous habituels. Ok, super. Et puis quant à moi, enfin, au final, j'ai un petit peu le même historique que vous trois. Donc voilà, moi, ma première console, c'était la PlayStation. Pareil, je devais avoir, je sais pas, 5 ans. Et je remercie beaucoup mes parents de m'avoir mis ce pied à l'étrier parce qu'au final, au fil des années, c'est quelque chose qui a toujours été très présent pour moi. PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3. Et donc voilà, toute mon enfance, toute mon adolescence a été rythmée par les jeux. Je prenais mon vélo pour aller chez mes potes pour jouer aux jeux vidéo. Ou alors eux prenaient leur vélo pour venir à la maison pour jouer aux jeux. On attendait les sorties. À Noël, les cadeaux qu'on voulait, c'était des jeux vidéo. Donc c'est quelque chose qui a toujours été très présent pour moi. Et au final, aujourd'hui, mon rapport a un petit peu évolué depuis que j'ai les moyens de m'acheter un ordinateur, en fait. Parce que les jeux auxquels je joue ont un petit peu changé. C'est plus trop les grosses productions, hein, les jeux qu'on appelle communément les triple A. Hein. Aujourd'hui, ça serait justement Watch Dogs, Légion qui est sorti il y a quelques jours, ou les GTA, les Call of Duty, etc. Moi, je trouve beaucoup de plaisir à jouer aux petits jeux qu'on appelle indépendants. C'est des jeux qui ont moins de budget, mais en général des idées un peu plus originales et qui n'hésitent pas à aller chercher des trucs très novateurs et je prends beaucoup de plaisir à jouer à ces jeux-là. Je trouve ça très intéressant, cette évolution dans ma manière de voir le jeu vidéo. Là où à l'époque c'était juste un divertissement quand j'étais gamin ou ado, aujourd'hui moi ça s'est vraiment transformé en une activité culturelle. Je joue à un jeu comme je regarde un film, quoi. Je vais faire attention aux petits détails, aux messages qu'a voulu transmettre l'auteur à travers son jeu et comment il s'y prend, quelle technique il met en place pour faire tout ça. Je sais pas si je suis le seul dans cette situation-là. Emric, toi par exemple, est-ce que tu vois le jeu vidéo de cette manière-là Est-ce que tu as ce même rapport d'un peu œuvre artistique avec le jeu? C'est une question super intéressante parce que depuis les années 2000, il y a pas mal de chercheurs qui planchent un peu sur l'évolution du jeu vidéo. Et en gros, il y a deux écoles, mais qui ont tendance des fois à se recouper. C'est ce qu'on appelle les ludologues et les narratologues. Pour faire simple, en gros, les ludologues, c'est plus ce que tu as l'air de décrire, Richou, c'est les personnes qui vont plus s'intéresser à tout ce qui est gameplay, interaction. Donc en gros, qu'est-ce qui fait l'essence d'un jeu vidéo et qu'on ne peut pas retrouver dans les autres types de médias. Et les narratologues, c'est plutôt, en gros, ce qui est intéressant, on va dire, c'est l'étude du récit, voilà, dans un contexte interactif. En gros, il y a les médias type livre, films, tu parlais des films, et ben, qu'est-ce que le jeu vidéo va pouvoir apporter dans cette étude du récit. Et moi, justement, j'ai l'impression dans ton discours, tu es plutôt ludologue, et moi, je serais plutôt narratologue. C'est-à-dire que moi, justement, ce qui me plaît dans les grosses productions, par exemple les productions AAA, c'est le fait que il y a une histoire. Moi, je me sens transporté. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le rapport au jeu, il change vachement, je trouve, entre sur PC ou console. Parce que sur PC, je vais dans mon bureau, je prends mon clavier, ma souris. La console, je vais dans mon salon, qui est connoté à d'autres types de loisirs, et je m'assois sur mon fauteuil, je suis en face de ma télé, et donc je veux une histoire. Je veux vraiment une histoire qui me transporte, et je m'intéresse à tout ce qui est mécanismes d'interaction qui sont intéressants. Dans les jeux action-aventure, c'est plutôt l'histoire qui va me faire transporter, en plus avec la motion capture, donc toute l'évolution dans le traitement et la captation.
C'est des jeux qu'on va retrouver comme Tomb Raider, par exemple, où on prend des acteurs, hein. Je suis très cinéphile, hein, vous le savez, donc c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup voilà, l'interaction, notamment dans les actions RPG, où on va vraiment avoir pas mal de choix à faire qui vont avoir une incidence. Donc tout ça, plus la bande-son. Finalement, moi, c'est ça qui me transporte dans les jeux vidéo. Mon attachement aux jeux vidéo, c'est cette immersivité qui est vraiment exceptionnelle. Je me sens, je parlais du cinéma justement, c'est comme un bon film, comme un bon livre. Moi, dans un jeu, je veux me sentir transporté. Mais à l'inverse, j'aime pas les jeux vidéo qui sont purement interactifs. On avait parlé l'année dernière justement de Bandersnatch, ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Ou les jeux comme Life is Strange, je vais tendance à m'ennuyer. C'est pas assez, c'est trop narratif, c'est pas assez interactif. Donc voilà, il faut quand même des jeux dans lesquels il y a une vraie interaction. On est dans le jeu vidéo, on n'est pas dans un film. Je sais pas si ça te parle, toi, Richou, cette distinction entre ces deux écoles, mais j'ai l'impression que voilà, on pourrait dire on est un peu dans deux écoles différentes et on apprécie le jeu vidéo un peu pour des raisons différentes. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Moi, je sais qu'un jeu qui est trop centré sur l'histoire, ou qui utilise, en gros, qui utilise le média du jeu vidéo juste pour raconter une histoire, je vais vite avoir tendance à m'ennuyer. Genre, par exemple, un truc bête, hein, mais une cinématique. Pour moi, une cinématique, c'est aux antipodes de ce que devrait être un jeu vidéo. Parce que bah, tu poses ta manette et tu regardes un film. Et je trouve ça très dommage. Et un jeu qui contient trop de cinématiques, par exemple, même si les graphismes sont super, même si la musique est géniale, ça va vite m'ennuyer, ça va vite me perdre, un jeu comme ça, par exemple. Les transitions justement entre jeux et films, est-ce que c'est des choses que tu trouves intéressantes? Enfin, je pense notamment de ces gens, les jeux comme Tomb Raider, où tout d'un coup, tu as une scène, tu as une cinématique à un moment où tu es passif, du coup, et tout d'un coup, l'histoire va te redonner la manette, enfin, littéralement. Est-ce que ce genre d'études du récit, c'est des choses qui peuvent t'intéresser ou toi, enfin, ça t'intéresse absolument pas? Bah, je dirais pas que ça m'intéresse absolument pas, mais disons que c'est pas forcément ce que je recherche moi quand je joue. C'est pas ces moments-là qui vont me filer des frissons, par exemple. Ouais. Très bien. Je pense que l'exemple le plus fort que je donne à chaque fois, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié qui s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. Et dans ce jeu, en fait, on incarne deux frères. Un petit frère et son grand frère qui est plus costaud mais qui est un peu moins agile. Et en fait, ça se traduit directement dans le gameplay parce qu'on contrôle les deux à la fois avec un joystick et une gâchette chacun. Et donc, c'est cette complicité entre les deux frères, elle se traduit, je trouve, en termes de gameplay, plutôt que de faire des dialogues qui montrent qu'ils sont complices, et ben de jouer, de les coordonner soi-même, ça aide très très. Enfin, je trouve que c'est un moyen très très puissant de transmettre leur complicité, et du coup, ensuite, sans spoiler le jeu, hein, mais tout ce qui se passe dans l'histoire est connoté à cette idée qu'on contrôle les deux à la fois, et moi je trouve ça très 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 puissant. Plus que voilà une simple cutscene qui dit ils sont frères, et ils s'entendent bien, tu vois. J'exagère un petit peu. Non, mais c'est super intéressant. Clémence, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça se sent dans les jeux auxquels tu joues, cette différence dont on vient de discuter un petit peu? Je te remercie d'avoir cité Brothers, qui est un Ah, titre qui m'a beaucoup ému et qui m'a beaucoup touchée et qui est resté un long moment dans ma wishlist. Pour reprendre l'historique, moi je suis un peu un enfant de Nintendo. Donc c'est-à-dire que pendant très très longtemps, je n'ai joué que sur des consoles. Donc j'ai eu la Super NES, j'ai eu le Game Boy Color. Je me faisais pas offrir de console. C'était traditionnel dans ma famille. Quand on voulait changer de console, on se la payait. Donc ça a un peu limité les expériences vidéoludiques au début. Après, j'ai pu récupérer, grâce à mon cousin, une vieille PS1 qui m'a un peu mis les pieds chez PlayStation. Ensuite, je suis plutôt passée sur PC, mais pour tout ce qui était MMO. Ça a vraiment été une grosse phase dans ma vie, le jeu en ligne. Donc, pas tant World of Warcraft. Moi, je suis plutôt Team Guild Wars et ce genre de jeu, Star Wars. Aussi pas mal tous les petits jeux tout mignons qui se faisaient du côté chez les Coréens, chez J-Potato et tout ça. Et je suis revenue après, plus tard, chez Nintendo, toujours, avec la Wii et plus tard la Switch. Et entre-temps, j'ai eu le bonheur de pouvoir m'initier à la PS3 grâce à Anto. Je lui fais des bisous d'ailleurs. Ça m'a permis de varier beaucoup, en fait, le genre de jeu auquel je joue et de m'ouvrir un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a
les AAA, il y avait les grosses licences de Nintendo, et ce que je voyais en fait du coin de l'œil qui m'intéressait beaucoup, mais auquel j'avais pas accès avec les consoles auxquelles je jouais, c'était les jeux indés. Et je trouve que c'est vraiment ceux qui peuvent se permettre le plus d'efforts et d'inventivité de ce côté-là, de faire rejoindre l'histoire et la ludologie dans un jeu, quoi. Et donc effectivement, dans Brover, c'est hyper bien fait. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé, comment il s'appelle, Flûte, le petit jeu où vous jouez deux petits personnages de laine, là. Unraveled. Unraveled, oui. Ouais, c'est ça. Alors le deuxième, je le trouve génial justement parce que là, c'est pas comme dans Brover, c'est-à-dire que les deux personnages sont capables de faire exactement la même chose au même moment. Et c'est vraiment, par contre, une histoire de synchro et une histoire de confiance. C'est-à-dire que, que vous jouiez le bleu ou le rouge, vous n'avez pas de pouvoir particulier. Par contre, il faut pouvoir compter sur une certaine coordination et une certaine synchro entre les deux joueurs pour pouvoir avancer. Et j'ai trouvé ça pas mal, du coup, de pouvoir inverser à n'importe quel moment, de dire, écoute, là, je suis épuisée de compter les battements ou les allers-retours. Là, c'est toi qui vas me porter, c'est toi qui vas me lancer, et puis vice-versa. Après, j'ai pas non plus de mal avec les jeux hyper narratifs. J'ai adoré Coffee Talks. C'est pas ceux auxquels je joue le plus, mais de temps en temps, en fait, je trouve que ça fait une petite pause, un petit moment à passer où je rentre d'une journée, je suis épuisée. J'aurais adoré jouer aux jeux vidéo, mais là, j'ai pas l'énergie, et du coup, je me laisse juste transporter dans un jeu quasiment purement narratif, et ça me fait quand même ma petite pause, mais je suis quand même sur ma console et je suis quand même sur mon petit jeu indé, je suis contente. Ok, voilà ça pour marche. Super. Bon, et ben écoutez, merci à tous les trois pour ce premier tour de table. Anto, un petit mot de la fin là sur cette première partie? Non, pas spécialement. Ah si, allez, très rapidement. J'ai juste un petit souci avec certains jeux un peu narratifs et tout ça, ou les gros blockbusters, où en fait, t'as les règles du jeu on t'explique. Je vais prendre un jeu tout simple, genre un Resident Evil, avec donc t'as les zombies, tout ça, on t'explique que si tu te fais mordre, t'es mort. Et tu as ta suspension de consenti d'incrédulité qui part en couille parce que au cours du jeu, tu te fais mordre par un zombie et t'as juste à te prendre une plante à la con alors qu'on t'explique qu'il n'y a pas de vaccin. C'est tout pour moi. Ça fait partie, ce qu'on appelle le world building. Il faut que ton univers soit cohérent, il faut que ça se traduise dans le jeu aussi, oui, c'est vrai. Alors, on en parlait en première partie d'émission, le jeu vidéo, c'est une machine à fric phénoménale avec un marché mondial à plus de 120 milliards de dollars. Bien évidemment, ça n'a pas échappé aux industriels du jeu vidéo, et on voit depuis quelques années déjà, on parle des années 2010 là, de nouveaux modes de consommation, de nouvelles pratiques commerciales qui apparaissent, avec plus ou moins de succès et de controverses, donc on va essayer de creuser un petit peu plus cet aspect-là. Le segment qui est le plus largement impacté par ces nouvelles pratiques, c'est les jeux mobiles. On parle aussi souvent de casual games, c'est tous ces jeux un peu passe-temps, Candy Crush, Farmville, Temple Run et associés. Vous avez très probablement déjà joué à l'un de ces jeux, si ça se trouve il y en a même quelques-uns installés en ce moment sur votre smartphone, ils sont tous gratuits. Ils commencent tous de la même manière, on vous offre tout un tas de bonus de bienvenue, on vous fait commencer par quelques niveaux faciles, et tout à coup, paf, plus de vie. Bon, c'est pas très grave, vous posez le téléphone parce que vous en avez dans une demi-heure, une nouvelle vie. Et donc là, une notification vous rappelle, vous avez des vies, ou vous n'avez pas encore profité du bonus de connexion journalière, ou il y a une promo dans la boutique. Et donc vous avez des notifications régulières, et donc vous allez vite vous rendre compte que le jeu est intelligemment conçu pour vous faire revenir encore et encore à fréquence régulière. Et comme les niveaux sont de plus en plus durs et que vous n'avez plus de bonus, la boutique commence à vous faire de l'œil. 2€ pour 30 minutes vie limitée par exemple, ou 1,50€ pour 3 coups en plus, ou pour un bonus quelconque. Une si petite somme, vous vous dites, si ça peut enfin vous permettre de passer ce satané niveau, y a pas de mal. Et voilà, vous venez de faire votre première expérience de microtransaction. Alors si vous l'aviez pas encore compris, moi j'aime beaucoup les chiffres, alors j'en ai trouvé un ou deux pour illustrer l'ampleur de ces fameuses microtransactions, qui n'ont de micro que le nom, puisque en 2018, les joueurs auraient dépensé la somme de 61 milliards de dollars en microtransactions dans le monde entier.
et King, l'éditeur et le développeur qui se cache derrière Candy Crush et tout un tas d'autres jeux de la même veine, annonce depuis 2013 des chiffres d'affaires dans les 2 milliards de dollars sans montrer le moindre signe de faiblissement. Donc voilà, ce petit euro 50 pour quelques vies supplémentaires, au final, quand beaucoup de monde se met à en acheter et que le jeu est conçu pour, ça peut vite grimper. C'est des choses que vous avez déjà fait, ça? Vous avez déjà acheté des microtransactions dans des jeux, crevettes par exemple? Bah alors, c'est quelque chose dont je parlais dans la première émission, si je ne m'abuse. Je suis une grosse consommatrice de micro-jeux et de jeux mobiles. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où tu finis par arriver dans les strates des niveaux assez élevés, où tu te dis, putain, j'ai plus de bonus. Là, ça commence à être vraiment très tendu. J'ai encore jamais craqué au niveau mobile. Par contre, je l'avoue, j'ai souvent craqué au niveau MMO. Parce que c'est un peu... on n'est pas dans la vie illimitée, mais... ah ouais, on se fait un petit pack avec telle armure, puis là, du coup, vous avez une augmentation de niveau, et puis ça va se passer tout seul, ça va être beaucoup moins compliqué, vous allez économiser 5 heures. Ça fait vraiment beaucoup de l'œil, et ça m'est arrivé 2-3 fois de craquer là-dessus. Ouais, c'est vraiment très alléchant, et ils savent bien trouver le moment pour te le proposer, et pour te mettre un peu dos au mur aussi, hein. Ils sont complètement Ouais. construits pour se faire consommer, quoi. Ouais. Et toi, Anto, ça t'est déjà arrivé comme ça de craquer sur un jeu mobile? Totalement, moi je plaide coupable, totalement. J'adore Dragon Ball. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Dokkan Battle sur Android et Apple d'ailleurs, qui est un jeu de cartes à collectionner donc les personnages de tes héros préférés. Et en fait, de temps en temps, ils te font des campagnes où tu peux avoir un nouveau qui vient juste de sortir avec la nouvelle mise à jour. Et donc en fait, ça fonctionne avec un système de... tu lootes des pierres d'invocation, il t'en faut un certain nombre pour pouvoir faire des invocations. Et de temps en temps, il t'en manque une ou deux, et tu te dis, bon, allez, je vais cramer 1 euro, je vais en avoir 10 supplémentaires, et comme ça, je vais pouvoir peut-être avoir mon personnage favori qui est actuellement dans la liste. Et puis des fois, voire même beaucoup trop souvent, ils savent le faire, et tu l'as jamais, le personnage, quasiment. Et je trouve ça un petit peu dommage, d'ailleurs, ce genre de microtransactions qui sont à la limite de l'arnaque. Mais bon, tu te fais quand même avoir malgré tout parce que tu te dis, c'était peut-être pas cette fois-là, j'avais pas de chance aujourd'hui. C'est intéressant que tu parles de Dokkan Battle parce que c'est un jeu dont j'avais jamais entendu parler, et pourtant, en faisant mes recherches, il apparaissait un peu partout dans les jeux les plus rentables. Juste à titre Ouais. d'information, en 2019, le chiffre d'affaires de ce jeu-là était à 566 millions de dollars. Donc le petit euro pour les pierres d'invocation, il est pas... ça grimpe vite, hein. Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui continuent de jouer à ce jeu. Et ils utilisent en fait la YouTube Money des abonnés pour streamer et en même temps faire les invocations en expliquant un petit peu tous les mécanismes du jeu. Et c'est vrai que rien que quand tu vois certains youtubeurs qui crament des centaines d'euros par stream, tu te dis, mais waouh, Ouais, faut quand même c'est en impressionnant. vouloir, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, les bonus, c'est pas forcément les seules choses que tu peux acheter avec des microtransactions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez achetées pour, on va dire dans le cadre d'un jeu vidéo, Crevette? Alors moi je suis très DLC aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'agace, que j'ai vu, parce que effectivement ça fait longtemps que je joue. Donc le DLC, c'était un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Quand il y avait un DLC qui arrivait sur un jeu, on était tous hyper contents. Le passage systématique au DLC payant, ça m'est un peu resté en travers de la gorge. Et alors là, on a assisté sur ces dernières années à quelque chose qui m'a encore plus révulsée. C'est valable pour PlayStation aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais moi je vais vous parler en particulier du Nintendo Online. Donc c'est-à-dire que vous achetez une console, vous achetez vos jeux, et certains jeux, pour pouvoir y jouer, parce que sinon ils sont complètement inutilisables, il faut vous prendre un abonnement. Soit, je crois que chez PlayStation, c'est le PlayStation Online aussi, je crois. Enfin bref, chez Nintendo, c'est le Nintendo Online.
Et en gros, c'est des jeux que vous pouvez jouer normalement en ligne. Et pour pouvoir jouer en ligne, il faut payer cet abonnement qui est quand même assez coquet, il me semble, si vous le prenez en individuel. Je crois qu'on est autour entre 30 ou 50 euros par mois, par an, juste pour pouvoir jouer en ligne avec vos potes. Et alors au début, ça s'appliquait carrément à des jeux entiers. Et maintenant, pour parler plus récemment de Animal Crossing, cette licence, elle était complètement, on va dire, épargnée par ce système-là sur les dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait acheté sa cartouche sur DS ou sur GameCube, on pouvait jouer comme on voulait. Sur DS, on pouvait aller visiter l'île de ses amis, de sa famille. C'était bien cool. Et donc maintenant, si vous achetez Animal Crossing et que vous voulez aller rendre visite à vos amis, échanger des meubles et vous envoyer du courrier, c'est impossible si vous n'avez pas cet abonnement au Nintendo Online. Catching. Catching. Oui, alors ça pour le coup, on l'a que sur les consoles. PC, on est encore épargné pour le moment. Donc oui. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles je prends plus de console, moi, parce que c'est vrai que payer pour jouer en ligne, alors l'argument des faut payer les serveurs et compagnie, j'achète pas trop, moi, cet argument-là. Comment vous faisiez avant? Alors c'est pas les seuls... C'est pas les seules pratiques à attirer régulièrement l'attention des médias et du grand public. En particulier, on entend aussi de plus en plus souvent parler des lootbox. Alors en 2 mots, les lootbox, c'est des espèces de pochettes surprises virtuelles que le joueur achète à un prix donné, mais sans savoir à l'avance ce qu'elle contient. Et donc c'est là qu'il y a un petit catch. En général, le jeu qui propose des lootbox, il met en jeu en quelque sorte de très nombreux articles qui sont peu recherchés, un peu du tout venant pour dire de remplir, et 1 ou 2 articles rares et très bien travaillés que tous les joueurs s'arrachent. Et donc là, il s'agit juste d'un jeu de chance pour savoir si, en achetant une lootbox ou 2, je vais avoir l'item rare ou pas. On distingue malgré tout 2 types de lootbox. Il y a celles qui sont purement visuelles ou cosmétiques, comme on dit dans le milieu. En gros, c'est une lootbox qui contient des skins, donc on a toujours le système de skins pas rare qui est pas très joli, et le skin très rare, légendaire, plein d'effets et très beau. Mais il y a aussi des lootbox qui ont un impact direct sur le gameplay. Elles sont particulièrement mal vues, parce que le jeu devient alors un pay to win, c'est-à-dire que les joueurs qui dépensent beaucoup d'argent vont naturellement avoir plus de chances d'avoir l'objet rare qui va leur donner un avantage, indépendamment de leur niveau, et donc ça biaise un petit peu tout le jeu. Et en général, ces lootbox-là sont très mal vues par le public. Le dernier exemple en date, c'était EA Battlefront 2 qui s'est fait lyncher à la sortie quand les joueurs ont découvert qu'il y avait des lootbox justement pay to win. Et donc le jeu a décidé de les retirer, et il y a eu des investigations de la part de différents pays pour voir si c'était parfaitement légal. Il y a tout de même une exception à ça, c'est les jeux de sport EA, FIFA en particulier pour le foot, qui disposent d'un mode Ultimate Team, qui est en gros un jeu de cartes à collectionner. Tu parlais tout à l'heure, Anto, de Dragon Ball Dokkan Battle, on est un peu sur le même système. Mais c'est pas un casual game a priori FIFA, c'est déjà un jeu que tu payes 60 €. Et donc là, tu as un mode qui est complètement pay to win, parce que tu achètes des paquets de cartes, et donc plus tu achètes de cartes, plus tu as de chances d'avoir la carte rare qui va te faire gagner. Et donc on pourrait penser qu'un petit mode comme ça de jeu de cartes à collectionner dans un jeu de foot serait anecdotique, mais c'est pas tout à fait le cas, puisque en 2019, le mode Ultimate Team de FIFA a rapporté à EA 1,4 milliard de dollars. C'est un quart du chiffre d'affaires de toute la société, et c'est même largement plus que les ventes du jeu FIFA lui-même. Donc c'est loin d'être une petite anecdote, ce mode. Donc évidemment, le parallèle entre lootbox et loterie est pratiquement évident, mais vu qu'on parle d'un phénomène très très récent et très très jeune, la législation est encore très très floue à ce sujet dans de nombreux pays. Les jeux d'argent et de hasard sont généralement interdits aux mineurs partout dans le monde. Mais aujourd'hui, rien n'empêche par exemple un gamin de dépenser 2,50 € sur Counter-Strike pour acheter une caisse et espérer recevoir un skin de couteau. Mais au final, il va se retrouver avec un vieux graffiti dégueulasse à la place. Et il se sera bien fait avoir. Évidemment, c'est extrêmement addictif. On a même sur Counter-Strike l'animation d'une roulette avec les skins qui défilent et qui s'arrêtent sur celui que tu gagnes. Donc il tire parfaitement parti de ça. C'est un sujet qui me passionne. Moi, je pourrais enchaîner là-dessus pendant des heures. Mais vous, à votre avis, ce besoin de législation, ce besoin de réglementation,
Est-ce qu'il est très fort? Est-ce qu'il se fait sentir, Aymeric? C'est vrai que la question de régulation, c'est super intéressant, parce que c'est une question vraiment épineuse, parce que moi, d'un côté, je suis d'une nature vraiment libérale, donc je crois beaucoup au principe de l'offre et la demande. Donc j'ai tendance plutôt à favoriser un peu le karma, on va dire, aux formes de régulation législative. Donc, le plus important, comme toujours, c'est l'éducation, et comme ça permet aux consommateurs de faire les meilleurs choix en disant est-ce que tu devrais payer pour une autre box ou pas. Mais d'un autre côté, de l'autre côté, je suis pas naïf. Je sais que le consommateur, peut pas faire toujours le meilleur choix, hein, parce qu'il n'est pas dans la capacité de prendre toujours la meilleure décision, hein. On parlait lors de notre première émission sur tous les biais cognitifs. On est vraiment en plein là-dedans. Donc je pense que les régulations là-dessus, elles sont vraiment pratiques pour faire avancer les choses finalement vers la meilleure éthique. Donc, en soi, le principe de microtransaction, on sait que c'est une poule aux œufs d'or pour les éditeurs, hein, tu as cité les chiffres, hein, notamment sur mobile, les free-to-play, c'est toujours eux qui sont dans le haut du classement. Donc, d'un côté, je me dis, il faut bien rémunérer les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo. Donc, s'ils gagnent plus d'argent en faisant un free-to-play avec des microtransactions qu'avec un jeu payant, on va pas leur en vouloir. Donc, du coup, je remets un petit peu la faute pour moi là-dessus. C'est la faute aux gamers, c'est eux qui acceptent. Voilà, on n'oblige pas aux gens à acheter des choses, mais en même temps, via l'utilisation des biais, c'est un peu compliqué. Donc, pour répondre à ta question sur la régulation, en gros, moi j'ai tendance à classifier finalement les microtransactions en soi, c'est générique. Pour moi, les lootbox, c'est comme les jeux d'argent. Tu faisais la référence justement. Donc là, pour moi, clairement, ça doit être régulé, voire interdit. On sait que ça exploite la faiblesse des gens et que ça amène à des dérives. On a tous entendu des faits divers. Bon, après, j'aime pas trop parler des faits divers, mais du coup, l'adolescent qui va dépenser 10 000 $ parce que ça mène dans une névrose de dépendance. Après, tout ce qui est boost d'XP, voilà, les lootbox, enfin, pas les lootbox, justement, d'autres microtransactions pour te donner du boost d'XP, ça c'est éthiquement discutable. Moi, j'en ai pas parlé parce que je joue pas du tout sur mobile ou autre, donc en général, j'ai très peu à faire aux microtransactions. Par contre, ça m'a dérangé parce qu'en jouant au dernier Assassin's Creed, enfin l'avant-dernier maintenant, j'ai été surpris de voir apparaître dans le menu de ma console des microtransactions. Et ça m'a choqué parce que pour moi, c'était toujours, enfin, je l'associais au jeu mobile, quoi. Donc, c'était différent. Là, je trouve que c'est un jeu que j'ai payé. Voilà, ça me dérange que derrière, il y a encore des microtransactions. Et ensuite, pour la dernière catégorie qui est plus l'ordre cosmétique, ça n'a pas d'influence sur le gameplay. C'est acceptable pour moi, il n'y a pas de souci. Là, c'est esthétique. Et c'est une manière aussi, ça peut être pour les free-to-play, ça peut être une manière aussi de remercier les développeurs. Donc, voilà un petit peu pour moi par rapport à ta question sur la régulation. Il faut creuser le sujet. Il y a les lootbox d'un côté, ensuite il y a les boosts qui interviennent comme l'armure ou autre, qui interviennent. Ça, c'est vraiment éthiquement discutable. La régulation, je préfère plutôt le principe du karma, comme pour Battlefront 2, où il y avait eu le retour de karma sur la part d'IA. Et le dernier cas, du coup, c'est dans le cadre des bonus cosmétiques. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Crevette, toi, est-ce que tu as un avis sur les lois? Je vais faire un petit lien en fait avec ce que tu disais avant et avec ces lootbox. On est sur une catégorie de jeux qui existe maintenant qu'on appelle les gachas, référence au gachapon. Donc vous savez, c'est ces petites machines dans lesquelles vous mettiez 2 €, vous tourniez une mallette et il y avait une boule avec une petite figurine ou un petit truc dedans qui tombait, et c'était à collectionner, ces trucs-là. Donc en fait, ces jeux mobiles là, comme Dokkan Battle chez Dragon Ball ou la version Senseiya, c'est ce qu'on appelle clairement des gachas. Je crois même qu'il y a eu un jeu mobile Fire Emblem qui reprend ce principe, c'est-à-dire que vous allez faire des tirages au sort, vous allez faire tourner une roulette et vous allez avoir tel ou tel personnage. Effectivement, je trouve ça discutable quand ça touche en fait à des aspects qui ont une vraie influence sur le jeu, c'est-à-dire avoir un personnage complètement pété, une armure complètement incassable, des armes qui vont complètement changer la donne. C'est quelque part, ça m'embête qu'on ne donne pas les mêmes chances à tout le monde au départ. Quand ces tirages au sort peuvent être monnayés, effectivement, ça fait appel à pas mal de choses qui sont viscérales. Je pense notamment à plein de personnes qui ont un problème avec les addictions, hein. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnalités qui sont sensibles aux addictions. Après, de là à les réglementer, je suis un peu du même avis que Aymeric, c'est-à-dire que je suis un peu pour le libre arbitre. Après,
c'est vrai que je pense qu'il faut quand même protéger cette population un peu jeune qui joue aux jeux vidéo et aussi toutes ces personnes qui sont susceptibles d'être sensibles et victimes d'addiction. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, notamment sur le Play Store. Aujourd'hui, quand vous installez une application, dans les avertissements, vous avez attention, cette application comprend des achats inclus dans l'application, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne manière d'informer. Après, est-ce qu'il faut passer à un stade supérieur? Je ne sais pas, et je ne sais pas à quel cas de figure il faut s'arrêter, s'il faut faire des réglementations sur l'âge, s'il faut faire des réglementations sur les montants. C'est un peu compliqué, je trouve. Tu vois, tu poses un bon point, Crête, parce que justement, tu parles de l'âge. Et c'est vrai que pour tous les jeux d'argent, en général, c'est illégal d'acheter des jeux d'argent, normalement, si tu es mineur. Or, pour les free-to-play, surtout sur les jeux mobiles, où c'est plus un public jeune aussi maintenant, qui est sur mobile. Dans le cas des mineurs, hein, ça devrait être aussi régulé, quoi. Donc, Je pense que ça profite juste du vide juridique tant qu'il est là. On sait tous que les croissances des entreprises sur Internet et ce genre de choses, c'est allé très très vite et que on va dire le cadre légal n'a pas évolué aussi vite que cette économie-là, quoi. Non, ça c'est prend tout à du fait. temps. Ça prend du temps. Anto, toi, sur les lois, sur les microtransactions, qu'est-ce que tu en penses? Sur ça, en fait, je vais même pas répondre à ta question. Je vais complètement changer le sujet d'une certaine façon. Sur ce qui est des loots de manière générale, en fait, il y a certains jeux vidéo où, pour avoir certains loots, tu vas apporter une pierre à l'édifice dans le milieu scientifique. Je vais préciser un peu ma pensée. Il y a un jeu qui s'appelle EVE Online. Est-ce que vous connaissez ce jeu? De nom, j'ai jamais joué, mais oui. Grâce à pareil. toi, mais sinon, non. Ok. En fait, c'est un jeu space opéra où tu as tes vaisseaux et tout ça. Et en fait, depuis 2016, si je dis pas de bêtises, il y a un endroit dans cet univers où tu peux aller visiter une planète et tu vas rencontrer un scientifique qui s'appelle le professeur Michel Mayor, qui est une vraie personne dans la réalité. Et en fait, il va te proposer des quêtes où tu vas répondre à des problèmes scientifiques. Du genre, tu vas aider à découvrir une nouvelle exoplanète, par exemple. Et au final, si tu arrives au bout de cette quête, tu vas avoir des loots pour ton jeu. Voilà, je trouve que c'est une autre façon de voir le moyen de loot de manière générale. Et en plus, tu fais une bonne action. C'est pas le seul jeu qui existe à faire ce type de présentation. Aider le domaine scientifique en jouant des jeux vidéo, et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant. Voilà. Oui, il y a des alternatives dans tous les cas, mais elles rapportent moins. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Et pour cette dernière partie d'émission, on va vous mettre à contribution, vous les auditeurs, à travers un nouveau format. On vous propose en fait de continuer le débat sur les réseaux sociaux, sur notre dernier sujet. Et donc le sujet en question, ce sera la compétition dans le monde du jeu vidéo et donc l'e-sport de manière générale. Donc depuis l'époque des salles d'arcade, il faut savoir que l'esprit de compétition a toujours occupé une place très importante dans le cœur des joueurs, hein, savoir qui avait le meilleur score à Tetris, qui pouvait finir Super Mario Bros le plus vite. Et donc à travers les années 80, 90, 2000, le jeu vidéo compétitif se démocratise. En particulier dans les années 90, avec l'apparition de nouveaux jeux entièrement multijoueurs, comme Street Fighter, Quake, Smash Bros, Counter-Strike, ou même Dota. Et donc de très très nombreux tournois sont organisés, qui offraient en général des récompenses qui pouvaient aller de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Mais c'était surtout la gloire, quoi. Le championnat Evo, pour parler des jeux de combat, être champion Evo de Street Fighter, c'était quelques milliers de dollars certes, mais c'était la gloire d'être le meilleur joueur au monde sur ton jeu préféré. Et du coup, au début des années 2010, avec l'arrivée de Twitch, c'est l'explosion, puisque n'importe quel joueur peut diffuser ses parties, et n'importe quelle organisation peut diffuser des tournois, sans avoir à passer par la télévision, hein, parce que la télévision, ça a toujours été un très très gros frein à la diffusion du jeu vidéo. Et donc, voilà, grâce à Twitch, ces tournois sont devenus légion.
Aujourd'hui, les plus gros tournois remplissent des stades comme pour rire. Les joueurs les plus célèbres, hein, on parle de Ninja pour Fortnite par exemple, qui gagnent des millions et des millions en contrats publicitaires, où les plus grands joueurs internationaux gagnent des millions en récompenses de tournois. Cette année, par exemple, à l'international, le championnat du monde de Dota, alors il a dû être reporté à cause de la situation sanitaire, mais comme chaque année, il battra le record du monde de la plus grosse récompense offerte pour un tournoi de jeux vidéo, hein, avec quelques 40 millions de dollars à la clé. Et donc avec des tournois qui présentent de tels enjeux, argent, gloire, postérité, les joueurs ont commencé à s'entraîner et à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Et on voit apparaître de plus en plus des joueurs à temps plein, vraiment des gens qui font ça du matin au soir, qui s'entraînent, qui streament, et il y en a beaucoup qui ont même abandonné travail ou école pour se consacrer entièrement à la pratique du jeu vidéo. Et donc la question qu'on va étudier, alors déjà rapidement entre nous, mais surtout avec vous, sur les réseaux sociaux, est la suivante. Selon vous, dans quelle mesure est-ce qu'il faut reconnaître ce nouveau métier de joueur professionnel de jeux vidéo? Aymeric, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Allez, moi, là-dessus, je suis vraiment complètement pour, en fait, parce que à la base, justement, le sport, ça désigne tout ce qui est... Enfin, à la base, le sport, c'est un divertissement, un plaisir physique ou de l'esprit, hein. Et du coup, l'e-sport, voilà, quand on est dans ce milieu-là, on a besoin de qualité intellectuelle, physique. Donc, c'est comme n'importe quel autre sport. C'est un temps plein. Ça demande énormément de travail. Ça demande une hygiène de vie stricte, un entraînement régulier, hein. Pendant les phases de combat, justement, sur certains types de jeux type RTS, on parle de plus de 300 actions par minute. Donc, moi, je suis toujours assez impressionné quand je regarde des streams de compétition e-sport. Donc, moi, je suis vraiment pour. Je trouve ça logique, finalement, qu'il y ait des écoles qui s'ouvrent dans ces domaines, au même titre que tu peux rejoindre ton club de tennis pour devenir professionnel. C'est une modification du sport vers le numérique, c'est normal. On a le sport traditionnel depuis des millénaires, mais l'informatique et Internet surtout, c'est très récent. Donc, je trouve ça logique qu'il y ait cette évolution numérique et je ne vois pas de raison négative d'être contre. Ok, très bien. Crevette, toi? C'est un peu comme Aymeric, en fait, je pense que c'est pas un faux débat, mais un débat qui n'a pas lieu. Je crois qu'il faut faire évoluer, en fait, l'image du jeu vidéo déjà dans l'imaginaire collectif, parce que je pense que ça fait un petit peu rire quand on parle d'e-sport, de sportifs de haut niveau dans le jeu vidéo, puisque quand on est étranger à ce milieu-là, on a toujours cette image du geek boutonneux qui craint la lumière et qui est un petit peu en surpoids parce qu'il fait que jouer à des jeux vidéo toute la journée. En fait, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur, comme tu disais, Aymeric, des gens qui s'astreignent à une pratique régulière, à une hygiène de vie particulière. On a vraiment déjà une économie, en fait, qui gravite autour de ça. Et je comprends pas, en fait, que en fait, de base, on considère que ces gens-là ne soient pas des sportifs de haut niveau et des professionnels. J'ai du mal avec ce débat. Et pour répondre à ta première question, le champion de Tetris incontesté du monde, c'est moi. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Ah, si, c'est vrai. Alors, pour jouer rapidement l'avocat du diable, en fait, le jeu vidéo, avant tout, c'est quand même un divertissement. Je joue vraiment l'avocat du diable, hein, parce que je vous rejoins complètement. C'est intéressant. Mais vu que le jeu vidéo a cette historique et qu'il a toujours été un divertissement, au final, oui, tu peux le prendre à cœur et oui, tu peux t'entraîner pour faire un meilleur score, mais ça reste ça, t'es juste quelqu'un de passionné par quelque chose, ça veut pas dire que t'en fais un métier, quoi. Je sais pas, moi j'aime bien faire un solitaire une fois de temps en temps, je vais pas abandonner mon boulot pour jouer au solitaire toute la journée et puis dire que c'est un métier, tu vois. Mon argument, il est complètement retournable, c'est-à-dire que par exemple, quand tu fais du judo en club, ça peut être un divertissement et t'as pas du tout à vocation de devenir un professionnel. Pourtant, tu le pratiques au titre de hobby. Je pense que le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Comme pour le foot. Voilà, comme un hobby, et t'as ceux qui décident d'en faire leur carrière, quoi. Oui, les sports ont fait cette transition-là il y a très longtemps, et aujourd'hui c'est juste du jeu vidéo de faire la même chose. Très bien. Et en plus, aujourd'hui, je sais pas quel est parce que autant il y a 5-10 ans, je pense que l'e-sport était peut-être mal vu, autant aujourd'hui, j'ai l'impression que
on le voit de toute façon avec l'évolution des chiffres sur le domaine de l'e-sport, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes sont positives à l'idée de l'e-sport, et surtout si on étend le débat sur les métiers numériques, je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a les influenceurs pros sur Instagram, YouTube et compagnie. Donc là, personnellement, je trouve ça des fois un peu plus discutable même, mais pourquoi pas, on peut être pro et être sur YouTube, faire des tutos beauté, pour donner le cliché, et personne ne remet ça en question en disant « Ah bah oui, je comprends, etc. » Alors pourquoi on ne le ferait pas dans l'e-sport? Donc finalement, aujourd'hui, je pense que tous les métiers du numérique, c'est de plus en plus accepté qu'on puisse en vivre. Ouais. Oui. Après, c'est complètement. Enfin, moi, je le vois parce que je suis une férue de conventions quand on en avait encore. Et du coup, tu sens bien que l'e-sport est en train de. Enfin, non, a fait sa place dans ces milieux-là, puisque justement, les grands noms du e-sport sont invités en convention. On organise même des tournois en dehors des événements dédiés à l'e-sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir accessible et auquel tu vas être confronté de plus en plus. Donc je pense que les mœurs vont évoluer dans ce sens-là. Les nouvelles générations, en plus, aujourd'hui, dans les statistiques, là, un jeune sur deux joue tous les jours à un jeu. Je ne suis pas sûr qu'un jeune sur deux, aujourd'hui, regarde sa star dans le foot classique, enfin, dans un sport traditionnel. Donc les nouvelles générations, si ça se trouve, d'ici 50 ans, on aura nos futurs nous dans une nouvelle émission de radio, si ça existe encore, et ça sera, selon vous, les sports physiques ont-elles encore leur place? Si ça se trouve. Ce qui est intéressant surtout, c'est en voir en Corée, ils sont largement en avance là-dessus, notamment vis-à-vis de League of Legends, qui est pratiquement devenu le sport national là-bas. Les stades sont pleins, les joueurs stars sont plus populaires que les stars de foot, par exemple. Donc on commence déjà à le voir, cette transition-là. Et c'est très très impressionnant. Anto, toi, sur l'e-sport, t'en consommes? Tu as un avis sur la question du métier? J'ai pas vraiment d'avis sur la question, j'en consomme surtout sur les speedruns en fait. Moi j'adore ça, regarder les speedruns. Oui. Voir à quel point un joueur peut trouver des petites astuces que celui qui était juste devant lui n'avait pas encore trouvé. Et je trouve ça vraiment fascinant. Je me souviens de l'époque où quand tu finissais un jeu sur Super NES, tu prenais en photo ton écran pour prouver que tu avais fait tel temps. Ça c'était assez rigolo. Maintenant avec le stream et tout ça, tu peux éclater un record en direct live et ça fait vraiment un truc de folie. Et je trouve ça vraiment fascinant. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, le jeu vidéo a encore son ancienne réputation de les jeux c'est abrutissant, tu vas mal finir, regarde GTA, tu tues des gens, tu vas faire pareil. Enfin voilà, je pense que le côté e-sport va forcément prendre de l'ampleur encore plus qu'il ne l'est actuellement. C'est juste que tant que le jeu vidéo en fait aura une mauvaise réputation à cause des boomers ou des gens qui ne connaissent que dalle, aura envie de taper sur eux, quoi. Moi, je vais juste digresser vite fait. Moi, ça me fait toujours penser à la musique de Donjon de Nullbuck. Il faut sauver les rôlistes. Et je trouve que en fait, les rôlistes d'antan sont ceux qui jouent aux jeux vidéo maintenant. Oui, un parallèle assez fort, ouais, c'est vrai. Et bah écoute, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été aussi pertinents aujourd'hui, comme d'habitude, au final. Merci à toi pour ton sujet passionnant, écoute. Bon, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on vous attend, vous les auditeurs, sur les réseaux sociaux pour continuer à discuter avec nous d'e-sport et de l'apparition de ce nouveau métier. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi les épisodes sur YouTube et Spotify. En attendant de vous retrouver là-bas, nous, on vous dit à très bientôt et on espère avoir de vos nouvelles rapidement. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Vous pouvez répéter la question? Parfait, il n'a rien compris. L'essentiel, c'est que ça valide. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors moi, il m'épate. Oui, c'est notre culture. Ça serait pas un peu con, lui? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Méfiez-vous des cons. Il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Au revoir.